Merci pour le service de prévention spécialisé du CD d'Indre-et-Loire. Notre premier intervenant de l'après-midi, si j'ose dire, a dû faire preuve de résilience face aux aléas des transports en commun. Médecin neuropsychiatre, psychanalyste, président de la commission d'experts des 1000 premiers jours en 2020. Je vous remercie d'accueillir Monsieur Boris Cyrulnik. Voilà, ravi d'être avec vous malgré les TGV, mais finalement le sort a été clément. Et alors vous m'avez posé une question étrange, c'est-à-dire quelle est la fonction? Est-ce qu'on a toujours eu besoin de parents? Eh bien la réponse c'est non. Pendant très longtemps, il y avait la métaphore de la bonne graine ou de la mauvaise graine, c'est-à-dire que si un enfant se développait bien, c'est que c'était une bonne graine. Et s'il se développait mal, c'est que c'était une mauvaise graine, c'est une métaphore raciste, c'est-à-dire que parmi nous, il y aurait des gens de meilleure qualité et qui n'auraient pas besoin de parents et de société pour se développer. Alors cette métaphore est en train de disparaître, mais probablement elle a gouverné depuis 300 000 ans que Monsieur et Madame Sapiens, beaucoup de gens pensent encore que cette métaphore suffit pour qu'un enfant se développe bien. On le met au monde, et s'il se développe bien, c'est que c'est une bonne graine. Alors, ces derniers temps, on change beaucoup de manière de poser la question parce que on est en train de vivre une véritable révolution anthropologique. Tout est à repenser. La biologie n'est plus la même que celle que j'ai apprise. Maintenant, la biologie, elle est modifiée par les relations. La biologie que j'ai apprise au début de mes études de médecine et de psycho, la biologie est modifiée par nos relations. C'est-à-dire que quand vous parlez avec quelqu'un, vous agissez, vous modifiez la sécrétion de ces neuromédiateurs et vous modifiez la manière dont son cerveau fonctionne. C'est-à-dire que j'ai appris que le cerveau était dans sa boîte crânienne, eh bien c'est complètement faux. Le cerveau est l'organe de la relation. Il est sculpté par le milieu, il sélectionne les informations qu'il va extraire de son milieu et il donne à voir, il crée le monde qu'on voit. C'est-à-dire que quand quelqu'un dit c'est la réalité que son cerveau a sélectionnée et dont son cerveau l'informe. C'est sa réalité. Alors, il y a 300 000 ans, quand Monsieur et Madame Sapiens, notre grand-père et notre grand-mère à tous dans cette salle, ont quitté l'Afrique du Sud pour se répandre en Europe, en Occident, sur la planète entière. Monsieur et Madame Sapiens, est-ce qu'ils avaient besoin de parentalité? Ils vivaient par bande de 30, 40 individus. Ils se promenaient. Il n'y a pas de squelette âgé de plus de 30 ans. Ils mouraient tous à 30 ans. On a trouvé des squelettes de femmes enceintes, 13, 14 ans, tombés dans la tourbe et conservés. Le squelette avait été conservé, donc on peut penser, beaucoup d'anthropologues pensent qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de parentalité. Il y avait la mère, ça on était sûr, mais la notion de père n'était même pas pensée. On n'avait pas besoin de penser, puisque une jeune femme qui vit dans une bande de 30 à 40 personnes, on ne sait pas qui est le père, donc on n'avait pas besoin de structure de parentalité, et puis surtout, ne sachant pas qui est le père et mourant à 30 ans, on n'avait pas besoin de penser à la notion d'inceste. Alors ça surprend beaucoup les gens, mais les anthropologues nous expliquent bien que dans un clan, on ne sait pas qui est le père. Alors, en revanche, l'idée maintenant qui est bien acceptée, c'est que chaque invention technique bouleverse la manière dont les êtres humains se pensent, se représentent. Lorsque l'espèce humaine a failli disparaître à cause d'une glaciation,
l'invention du silex, il restait presque plus de squelettes humains sur Terre, donc on était une espèce pas en voie de disparition, mais on a été une espèce disparue. Et quelqu'un a inventé le silex taillé, et en Dordogne, j'ai eu l'occasion d'en voir, c'est des lames de rasoir, bien taillées, il y avait un coup à prendre, et c'est des lames de rasoir, et ces lames de rasoir étaient collées sur des pieux, et on a retrouvé des pieux avec des silex dans le cœur d'un mammouth ou dans le flanc de tigres à dents de sabre. Donc des petits néandertals ou sapiens, des grands sapiens, ont, avec leur silex taillé, ont donné la mort pour ne pas mourir. C'est-à-dire que le fait de tuer un gibier beaucoup plus grand que nous permettait de ne pas mourir. Et si je reprends cette phrase, donner la mort pour ne pas mourir, ça veut dire que la violence, pendant toute l'histoire humaine, la violence a été surcotée, elle a été une valeur adaptative, et il n'y avait que 2-3 générations où on pensait que la violence était que de la destruction, et j'avais tort de le croire. On voit qu'aujourd'hui, sur la planète, 183 pays sont actuellement en guerre, c'est-à-dire qu'un être humain sur 2 est en guerre, et on parle des 2 conflits qui nous touchent, hein, mais il y en a d'autres, et parfois bien plus cruels. Alors, arrivé au Moyen-Âge, il a fallu faire des familles, et la première famille, ça a été l'Église qui l'a faite au Concile de Trente, c'est-à-dire que là, l'Église a combattu l'inceste et a dit il faut absolument que l'homme devienne le père responsable de l'enfant. Et dans ce cas-là, l'Église lui a donné le statut du père, et on a savait qui était la mère, ça on l'a toujours su, mais désormais, c'est la société qui désignait le père et qui lui disait quelle est sa fonction. Ce qui existe encore aujourd'hui dans des pays africains où le père n'est pas forcément l'amant. Et quand j'ai travaillé avec les Indiens d'Amérique du Sud, en Colombie, eux aussi considèrent encore aujourd'hui que l'amant et le père, c'est pas pareil. Et que le père, c'est celui qui est désigné par le groupe pour s'occuper de l'enfant, en être responsable et s'y attacher. Je reprendrai ça tout à l'heure. Et puis, donc, la sexualité, donc là, ce que je suis en train de vous proposer, c'est que la mère, c'est une idée banale, mais la mère, on sait qui c'est puisqu'elle porte l'enfant et elle le met au monde, alors que le père, on ne sait pas toujours qui c'est. Dans des cultures effondrées, dans des cultures en désorganisation sociale, on ne sait pas qui est le père, mais dans d'autres cultures parfois très pauvres, on désigne le père et les enfants ont une structure parentale dans laquelle ils peuvent bien se développer, puisqu'ils ont 2 figures d'attachement, plus tout un village qui s'occupe d'eux. C'est le cas souvent d'un grand nombre de cultures africaines où les enfants ont une niche sensorielle très structurée, la mère, les pères, l'amant c'est autre chose, qui s'occupe très bien de l'enfant qui se développe très bien. Et même la mère est une notion qui n'est pas absolue, puisque chez les Hausas d'univers, le premier garçon-né est donné à la grand-mère. Et cette mission-là, c'est pour rendre la grand-mère heureuse. Alors, j'ai eu l'occasion, dans une favela de Fortaleza, au nord du Brésil, j'ai eu l'occasion de voir une grand-mère de 24 ans. Vous avez bien entendu. Et tout le monde faisait la fête, parce que le contexte social allait s'occuper de la grand-mère de 24 ans, de la mère de 12 ans et du bébé-fille qui venait d'arriver au monde. Donc c'était pas grave. Dans ce contexte-là, c'était pas grave. Aujourd'hui, une jeune femme qui met au monde un enfant à l'âge de 13 ou 15 ans, ça arrive, son développement personnel va s'arrêter très vite. Mais au XIIe siècle, il s'est passé un phénomène culturel que je voudrais souligner. C'est que avant, il y avait la sexualité franque. C'était pas des bonnes manières.
les hommes bousculaient les femmes et on considérait que c'était le destin des femmes. Et puis arrive un phénomène, c'est les cours d'amour de Provence, d'Aquitaine et de Provence, où les dames bien nées se réunissent et déclarent et font des jugements pour déclarer comment elles veulent être courtisées, parce que la sexualité franque commence à leur casser les pieds. Et donc elles jugent et elles placardent sur les portes des églises ou sur les platanes ou sur les arbres, elles placardent leurs jugements qui sont pris en charge par le village parce que c'est des dames importantes qui ont dit comment il fallait établir des relations de couple et des relations parentales. Alors, je propose, Georges Duby nous a montré beaucoup, et Flandrin, enfin, il y a pas mal de Laffitte, il y a pas mal de publications là-dessus, des archives. J'en ai extrait deux. Première cours d'amour, ces dames se réunissent et elles disent: est-il nécessaire d'aimer son amant ou son mari? Elles discutent et la conclusion est très claire. Il est nécessaire d'aimer son amant, mais le mari, c'est pour le non, c'est pour le bien, il n'est pas nécessaire de l'aimer. Et c'est vrai que pendant très longtemps, le mariage n'avait qu'une fonction sociale. On donnait les femmes, dit Lévi-Strauss, c'est-à-dire que la femme, encore dans la religion chrétienne ou musulmane, la femme rentre à l'église ou à la mosquée au bras de son père et elle en sort au bras de son mari. Elle a été donnée. Et c'est la fonction de ce don des femmes, c'était pour fabriquer du social. Les aristocrates mariaient leurs enfants pour agrandir le terrain ou pour associer les armées. Les paysans mariaient leurs enfants pour avoir plus de bras au moment de la moisson. Aujourd'hui, la moisson est faite par des machines, mais j'ai des souvenirs avant la Deuxième Guerre mondiale où les hommes fauchaient pendant 12 heures par jour. J'affirme qu'aucun monsieur muscle ne pourrait tenir 12 heures par jour aujourd'hui, alors que ces hommes étaient maigres mais entraînés, et ils fauchaient 12 heures par jour. Et la deuxième cour d'amour que je vous propose, c'est: est-il nécessaire que les hommes soient intelligents? Alors ces dames se réunissent et elles disent: ben non, c'est pas nécessaire. L'intelligence, c'est une vertu secondaire, c'est une vertu de femme. La vertu prioritaire, c'est-à-dire celle des hommes, c'est d'être bien fait de ses membres et dur au mal. Je pense que ces dames pensaient aux 5 membres d'un homme. Et je pense que c'était pas faux, parce que quand un roi, on a trouvé des archives, enfin Georges Duby a trouvé des archives, disant que quand un roi ne roidissait plus, il ne pouvait pas assurer la descendance. Donc, il ne faisait plus sa fonction de roi et il était déchu. Donc, même le sexe ne servait qu'à faire du social et non pas de la parentalité. Et puis est arrivé le 19e siècle avec 2 révolutions. Une première révolution, c'est que l'explosion industrielle, ça fait que un ouvrier, il y a eu de très belles cités ouvrières en Belgique, en Espagne, il y avait des cités ouvrières très belles, en France, qui était bien aussi, et ça permettait aux possesseurs de la mine ou à l'industriel de tenir ses ouvriers près de lui, donc de les faire travailler mieux avec plus de rendement. Donc il y avait un intérêt pour le profit, mais les ouvriers n'étaient pas malheureux. Sauf que un ouvrier sur 3 était une femme. Désormais, ces femmes pouvaient échapper à la loi du prêtre et à la loi du père. Et désormais, elles n'étaient plus mariées. On ne les mariait plus. Désormais, c'est elles qui disaient: je veux bien vivre avec celui-là, mais pas avec celui-là. Je veux bien avoir un enfant avec celui-là, mais pas avec celui-là. Les femmes, grâce à l'industrie, ont échappé à ce que je viens de vous dire, qui a été mis en place au Concile de Trente, je crois que c'est 1563 ou à peu près, et que là, les femmes commençaient à échapper au déterminisme social. On ne les donne plus en mariage, elles commencent à décider elles-mêmes. Première révolution culturelle.
Mais deuxième révolution culturelle, c'est que la violence fabrique de la société. Les guerres sont... Il n'y a pas de génération sans guerre. Il y avait énormément de SDF qui attaquaient pour ne pas mourir de faim. Et dans ce cas, la violence était une valeur adaptative et que la surcote des garçons, il faut qu'une femme mette au monde un enfant pour adorer Dieu et de préférence un garçon pour faire la guerre ou pour travailler au fond des mines 15 heures par jour. C'est-à-dire que les femmes étaient entravées, on sera tous d'accord, et les hommes étaient héroïsés, ce qui n'est pas forcément un bon signe, ce qui est même un signe de désorganisation sociale. J'ai connu deux guerres, la Seconde Guerre mondiale et la guerre d'Algérie, et ensuite j'ai cru qu'on avait réglé ce problème et que la violence était éradiquée et qu'il fallait éduquer les enfants, les garçons surtout, plus que les filles, il fallait les éduquer à établir des relations sans violence. Il faut reconnaître que je dois reconnaître que j'ai eu tort, puisque on voit se développer la violence dans énormément de pays, la guerre, et que dans notre propre société, la violence qui est en train de plonger, elle est en train de redémarrer. Donc il se passe un phénomène social qui nous a échappé. Et puis, en 1804, le Code Napoléon décide que les hommes seront chefs de famille, ce qui est bien dans l'esprit napoléonien de l'homme conquérant la planète, c'est bien dans cet esprit, et la société. Donc c'est bien dans cet esprit, sauf que les chefs de famille n'étaient jamais dans leur famille, et que c'était les femmes qui n'étaient pas chefs qui faisaient tout dans les familles. Et ce code Napoléon de 1804 a duré quand même presque 2 siècles, jusqu'en 1974. Mais avant, il y avait eu 2 révolutions culturelles qui avaient complètement changé les images parentales. Première guerre mondiale, 14-18. Les hommes, dont une forte majorité d'hommes étaient des adolescents qui n'avaient pas le droit de vote, qui étaient envoyés dans des tranchées. 1,5 million ont été tués dans des conditions atroces. Ceux qui n'ont pas été tués sont revenus avec les poumons gazés, invalides, la gueule cassée, insoutenables, et puis surtout des syndromes psychotraumatiques dont on ne faisait pas le diagnostic. Ça commençait à être élaboré. La psychanalyse était passée par là, Freud avait commencé à en parler, mais ce n'était pas clairement élaboré, et beaucoup de syndromes psychotraumatiques ont été fusillés parce qu'ils n'étaient plus capables de combattre, donc on pensait que c'était des traîtres. Et il y a même, je travaille à Toulon, c'est le principal port de guerre de France, il y a beaucoup de médecins militaires, et Patrick Lervois nous a montré les archives où les hommes dans les hôpitaux, les syndromes psychotraumatiques dans les hôpitaux recevaient des chocs électriques de façon à être mieux dans les tranchées qu'à l'hôpital. Et avec ces douces méthodes thérapeutiques, pendant 4 ans, les femmes ont tout fait marcher. Et ce phénomène s'est répété pendant la Seconde Guerre mondiale, où là, les hommes n'ont pas été brillants. Ils sont partis en 3 semaines, ils sont partis en courant devant l'armée allemande. Il y a eu la collaboration, et il y a eu l'occupation. Et pendant ces 4 ans, les femmes ont tout fait marcher. Les hommes n'ont rien appris. Je connais quelqu'un qui a fait son service militaire, qui à cette époque-là était de 3 ans. À 17 ans, il est appelé au service militaire. Il rentre chez lui 3 ans après. Il reste chez lui 3 mois. Mobilisation générale. Il part à l'armée. Il est fait prisonnier de guerre très rapidement. Il est libéré en 1945. Pendant 7 ans, il n'a rien appris. Et pendant 7 ans, les femmes ont passé des concours, ont appris à faire les travaux de ferme. Elles ont marché les hôpitaux, elles ont fait marcher les usines avec des obus. Elles ont tout fait marcher. Et là, le féminisme a pris confiance de lui et confiance en lui.
Et là, elles avaient la preuve de leurs compétences et on ne pouvait plus vivre comme avant, c'est-à-dire que le couple parental était modifié, c'était plus l'homme chef de famille, c'était l'homme malade, vaincu, c'était alors qu'elle prenait confiance en elle. Les parents n'étaient plus les mêmes. Et d'ailleurs, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, plusieurs psychanalystes, René Spitz, Anna Freud, Dorothy Burlam, toute une série de psychanalystes travaillent avec les orphelins. Il y en avait beaucoup, et il y avait en France, on évalue à peu près à 300 000 le nombre d'orphelins. Il y en avait moins qu'en Pologne, en Allemagne ou en Russie, parce que l'armée française, très rapidement, a cessé de combattre et que les Allemands ont cessé de bombarder la France, puisqu'ils l'occupaient. Et donc, il n'y avait que 300 000 orphelins, alors qu'en Russie, c'était des millions d'orphelins. Et j'ai eu l'occasion de travailler avec Stanislas Tomkiewicz, que des gens connaissent peut-être dans la salle. Et il est né dans le ghetto de Varsovie. Il a été arrêté et mis dans un camp, Bergen-Belsen, je crois. La Croix-Rouge l'a amené en France. Il était mourant. Il ne savait pas où était la France. Il est devenu chef de clinique. Il a travaillé avec les éducateurs et pour découvrir une spécialité qui n'existait pas en 1945. C'est-à-dire que le métier d'éducateur n'existait pas, on les appelait les moniteurs. Certains avaient un grand talent humain, d'autres profitaient de leur domination, mais il n'y avait pas de formation. C'était ou bien ils avaient un grand talent. Et j'ai eu l'occasion de voir un film fait en 1945 par Lozé, l'œuvre de secours des enfants, qui avait récupéré un millier d'enfants. Et j'ai eu l'occasion de voir un moniteur, comme on disait à cette époque-là, extrêmement attentif, très dévoué. Et j'ai regardé, et ce moniteur, c'était Serge Gainsbourg, très dévoué, très gentil, s'occupant des enfants. Alors, à la même époque, il y avait tellement d'orphelins que l'OMS et ces orphelins, les garçons, plus que les filles, ces orphelins étaient d'une violence extrême, pour une raison bien simple. Ou bien ils étaient violents, délinquants, ils attaquaient les gens dans la rue, ils rentraient dans les maisons, ou bien ils mouraient. Et donc il y avait, la violence, c'était une valeur adaptative. Et l'OMS demande à John Bowlby, qui remet un rapport en 1951, et là, bouleversement, c'est que John Bowlby dit le déterminisme de la violence, c'est l'effondrement social provoqué par la guerre. On ne sait plus où sont les pères, on ne sait plus qui est le père. Les enfants n'ont pas de structure pour se développer. Mais il ajoute une notion, c'est qu'il fait une population de 44 adolescents garçons. Les filles sont encore aujourd'hui beaucoup moins délinquantes que les garçons. Dans la délinquance sexuelle, il n'y a pratiquement pas de femmes, même si j'ai eu l'occasion d'accompagner une mère incestueuse et une femme pédophile, il y en a quand même beaucoup, beaucoup moins que d'hommes. La délinquance physique, il y a très peu de femmes. Les femmes qui sont violentes, elles savent de quoi elles savent faire. Et il y a même la délinquance routière, il y a beaucoup moins de délinquance routière chez les femmes que chez les hommes. Ça reste entre nous, hein, ça ne sort pas de la salle. Hein. C'est-à-dire que... Alors, on pourra en parler tout à l'heure, chercher des hypothèses explicatives si ça vous intéresse, et John Bowlby fait deux populations, 44 adolescents, violents et délinquants, et une autre population de 44 adolescents, violents et non délinquants. Et il constate que les adolescents qui sont passés à l'acte de la délinquance, ils ont volé, ils se sont battus, ils ont attaqué, avaient tous eu un isolement affectif, un sensoriel très important au cours de leurs années préverbales. Et cette phrase que je viens de vous proposer a été le point de départ de la commission des 1000 premiers jours que j'ai présidée en 2020. Or, ensuite,
Alors Margaret Mead, John Bowlby, qui a révolutionné la psychologie, il était psychanalyste, il était éducateur, comme Michel Lemay, qui m'a beaucoup influencé, comme John Bowlby, parce que les éducateurs, c'est ce que j'appelle les laboureurs, c'est des gens de terrain. Alors, ils savent lire, mais surtout, ils ont une expérience de terrain. On ne peut pas leur raconter n'importe quoi. C'est-à-dire que, alors qu'il y a des études théoriques qui peuvent très bien se couper de la réalité sensible, alors que là, c'est plus difficile. On sait de quoi on parle. Or, John Bowlby a une maladresse de titre. Il a dit ces enfants délinquants qui ont été isolés précocement, c'est une carence en soins maternels. C'est une carence en un. Alors les femmes, surtout celles qui se sont occupées de leurs enfants, l'ont pas très bien pris, et notamment Margaret Mead, la grande anthropologue, a dit les enfants n'ont pas besoin d'affection pour se développer, c'est une invention des hommes pour empêcher les femmes de travailler. Alors, et Bowlby a mis longtemps pour changer son titre. Il a fallu beaucoup argumenter pour dire, mais non, c'est la carence sensorielle. C'était en 1950. Il a remis son rapport publié en 51 qui a été un succès mondial. Ça a bouleversé les conditions éducatives parce que pour la première fois, on pensait que l'organisation du milieu pouvait structurer le développement de l'enfant. On quittait la métaphore de la bonne graine et de la mauvaise graine, et on se demandait si le milieu n'agissait pas. Aujourd'hui, ce que je viens de dire est d'une extrême banalité, mais en 1950, c'était une extrême nouveauté. D'ailleurs, beaucoup de gens n'y ont pas cru. Et il n'y a pas longtemps encore, il y a 1 an ou 2, j'étais à l'UNESCO avec une excellente historienne qui a repris la phrase de Margaret Mead en disant « Les enfants n'ont pas besoin d'affection pour se développer ». Or, le rapport a été fait en 1950. Aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années, grâce à la neuroimagerie, on photographie, on rend observable sans aucune difficulté qu'un enfant, un bébé préverbal, placé dans un isolement sensoriel, soit parce que la mère est morte, elle est malade, l'enfant a été volé ou a été perdu ou a été mis à la rue, ou s'est mis à la rue, ce que j'ai vu beaucoup en Colombie, où les enfants se mettent à la rue parce qu'il n'y a pas de structure familiale. Et quand on leur fait des neuroimageries, ou ce que j'ai vu aussi en Roumanie, où Ceausescu avait isolé sensoriellement 170 000 enfants pour que leur mère puisse travailler 14 heures par jour sans organiser d'aide maternelle, de crèche, de substituts affectifs. Et effectivement, Nelson et Zina, Z-E-A-N-A-H, ont fait beaucoup de publications. Nous, on avait vu à Bucarest, on avait vu sans difficulté au scanner de ville les altérations cérébrales provoquées par l'isolement sensoriel. Ça a été largement confirmé maintenant par la neuroimagerie fonctionnelle qui, sans difficulté, les publications sont innombrables, et sans difficulté, un bébé préverbal privé de stimulation sensorielle de tous les jours, toucher, parler, gronder, sourire, la vie de tous les jours, eh bien ces bébés étant privés d'altérité, ayant une niche écologique pauvre, ont tous une atrophie des 2 lobes préfrontaux, socle neurologique de l'anticipation, une atrophie des 2 systèmes limbiques, socle neurologique de la mémoire. Il n'y a pas de relation. Qu'est-ce que vous voulez mettre en mémoire? Il n'y a pas de relation. Qu'est-ce que vous voulez anticiper comme jeu, comme mot? Rien à anticiper. Donc atrophie, non-stimulation de ces 2 zones cérébrales. Et une des fonctions du lobe préfrontal, c'est d'inhiber 2 noyaux de neurones qui sont les noyaux de l'amygdale rhinencéphalique, qui ne sont pas inhibés puisqu'il y a une atrophie et qui sont hypertrophiés. Or, quand je faisais de la neurologie, j'ai eu quelque chose qui est classique en neurologie. Quand on stimule cette amygdale par une tumeur,
par un accident ou par une privation affective, l'amygdale est hypertrophiée. Les enfants, les garçons plus que les filles, ne peuvent pas inhiber leur pulsion. Ils passent à l'acte sans pouvoir freiner l'impulsion parce que la privation sensorielle de leurs petites années fait qu'ils ont acquis une dysfonction cérébrale qui était résiliable si on était intervenu tôt, mais comme on a laissé ces enfants seuls, cette dysfonction cérébrale s'est transformée en une structure cérébrale atrophiée et hypertrophiée pour l'amygdale rhéencéphalique. C'est-à-dire que là, on confirme le constat clinique de Boulby en 1951, on l'explique et on propose des solutions. Chercher à prendre des décisions éducatives, des décisions sociales, des décisions politiques, pour que les mères soient entourées de façon à ce que l'enfant soit entouré. C'est-à-dire que là, je viens de proposer un raisonnement écosystémique. C'est plus une cause qui provoque un effet, c'est une convergence de causes autour de la mère. Une mère sécurisée devient sécurisante pour le bébé qu'elle porte. Une mère insécurisée, dans un milieu appauvri sensoriellement, un milieu écologique appauvri sensoriellement, n'a pas la force ou n'est pas disponible pour s'occuper du bébé qu'elle porte ou qu'elle élève trop seule. Alors, et ces raisonnements-là, depuis 50, ont eu du mal à rentrer dans la culture, mais depuis la neuroimagerie, ils sont difficiles à contester. N'empêche que ça, au contraire, comme je viens de vous le proposer, ça implique les systèmes éducatifs, ça implique les familles, ça implique, je ne sais pas, les pères, mais tout à l'heure je dirais qu'on a du mal à définir le père aujourd'hui, comme à l'époque de Monsieur et Madame Sapiens, mais ça implique un environnement affectif autour du bébé pour qu'il ait une niche sensorielle qui stimule correctement son cerveau et lui permet de se développer c'est-à-dire que la métaphore de la bonne graine n'a aucun sens. C'est la plupart des bébés arrivent au monde sains, sauf ceux qui ont une maladie génétique ou qui ont eu un accident de grossesse, ça arrive, mais enfin, c'est loin d'être la majorité des cas. Dans l'immense majorité des cas, un bébé qui arrive, il est sain, mais l'épigenèse, dès que les premières cellules sexuelles commencent à se diviser, le milieu commence à tutoriser des développements différents. Mais nous, êtres humains, ayant compris ça, on peut agir sur le milieu qui agit sur nos enfants. Ce que je viens de dire est vrai aussi pour les enfants qui parlent, sauf que là, il y aura un autre déterminant, c'est la parole et le récit. Tu es un bâtard, c'est un mot qui a changé de sens aujourd'hui, mais quand j'étais gamin, beaucoup d'enfants et beaucoup de mères ont souffert de ce mot qui les isolait. Le mot bâtard veut dire tu es né hors mariage, donc tu te développeras mal. Et effectivement, ces enfants avaient du mal à se développer, puisqu'on les insultait tout le temps, parce que leur mère était malheureuse, pauvre, abandonnée, c'est-à-dire que la niche sensorielle était altérée par un stéréotype social. C'est-à-dire que aujourd'hui, beaucoup d'enfants naissent hors mariage et se développent sans problème. Mais je reprendrai ça tout à l'heure. Quand je suis arrivé au monde, avant la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait pas de sécurité sociale et il n'y avait pas de caisse de retraite. Le couple avait une fonction de solidarité, c'était le couple et la famille. C'était la seule protection. Et les jeunes, bien sûr, payaient cette protection parce qu'ils ne pouvaient se marier que si les parents étaient d'accord, si les prêtres étaient d'accord. Donc il y avait quand même pour le jeune une contrainte à faire un couple accepté par les parents, même si les mariages continuaient à être arrangés quand même. Or, ils étaient arrangés par les lieux de rencontre. Par exemple, les gens qui avaient des biens, les gens bien nés qui avaient des fortunes,
organiser des surbooms. Nous, on disait surboom. Maintenant, je ne sais pas comment on dit. Des rallyes, je ne sais pas. Comment on dit? Ne regardez pas, je ne sais plus non plus. Vous n'y allez plus maintenant? Alors, où les enfants se rencontrent, et la rencontre amoureuse se fait. Et les parents disent, oui, mais nous, on n'est pas intervenus. Mon œil, c'est eux qui ont organisé la surboom. Donc les enfants sont tombés amoureux sur un tout petit choix de possibles proposé par les parents. Donc le mariage continue à être arrangé, mais de manière beaucoup plus insidieuse. Ce qui fait que maintenant, on assiste à une véritable révolution anthropologique pour la parentalité. Les parents ne sont plus les mêmes. La maîtrise de la fécondité, l'école, qui maintenant, avant un enfant allait à l'école à 6 ans et il sortait au certificat d'études à 12 ans, je fais partie d'une génération où 3% des enfants allaient jusqu'au bac. Les autres, à 12 ans, allaient à l'usine, au champ, à la mine, et pour les plus chanceux, à l'artisanat, et les femmes à la maison. C'est-à-dire que, là, ce que je viens de dire, en 2 générations, 3 générations, est complètement faux et a complètement changé. Mais ce qui a changé aussi, c'est les mères. Le mot « mère » ne désigne plus du tout la même manière d'être femme qu'il y a 2-3 générations. Aujourd'hui, une mère, elle a plus de 31 ans, elle a parfois presque 32 ans. C'est-à-dire qu'elles sont plus grandes physiquement que leur mère ou leur grand-mère. Probablement parce que les modifications écologiques font qu'il y a de plus en plus d'hormones féminines dans l'eau, partout, soit la pilule, soit les branches de lunettes, soit le coltan des téléphones portables. Tout ça, c'est des leurres endocriniens femelles qui fait qu'aujourd'hui, une petite fille, de plus en plus souvent, a une puberté précoce vers 8-10 ans. C'est-à-dire que ça bouleverse complètement la petite fille à un âge où elle ne peut pas comprendre. Quand j'étais praticien, je me rappelle une petite fille de 10 ans qui prend le sac de sa mère, qui s'habille bien et qui dit à ses parents « Bon, ben, je vais en boîte ». Alors ses parents lui disent « Ben non, tu ne vas pas en boîte, tu as 10 ans ». Et la petite fille s'est fâchée « Mais pourquoi vous m'empêchez d'aller en boîte ?» Enfin, elle a trouvé des arguments de précocité intellectuelle dissociés de ses capacités corporelles. Alors, ce que je viens de dire, ça a été évalué. Aujourd'hui, à 12 ans, une petite fille a 2 ans d'avance neuropsychologique sur un petit garçon. C'est-à-dire que, sur le plan scolaire, c'est faramineux. 2 ans d'avance. Au point de vue, c'est énorme. Au point de vue maturation neuropsychologique, c'est énorme. Au point de vue maturation psychologique, c'est énorme aussi. À 16 ans, au moment 16, 17, 18 ans, au moment du bac, une jeune femme sait ce qu'elle aime. Ça, là, je suis forte, là, je suis pas forte. Ça, j'ai envie de le faire, là, ça, je ne peux pas le faire. Alors que à 16, 18 ans, les garçons ont un retard de puberté, ils ont la fatigue de la puberté, et ce qui fait que si on continue comme ça, en 2050, les femmes ne feront que les choses secondaires, c'est-à-dire la société, la maison, les enfants, les entreprises, et les hommes ne feront que les choses principales, c'est-à-dire le football et la drague. Alors, non, ça veut dire que quand je vous proposais tout à l'heure l'idée qu'on est en pleine révolution anthropologique, on voit que maintenant de plus en plus de jeunes femmes maîtrisent la fécondité. C'est un progrès sur le plan du développement personnel, c'est un immense progrès. Avant, dans les dictatures encore aujourd'hui, le ventre des femmes appartient à l'État. Dans les dictatures religieuses, elles doivent mettre au monde le plus d'enfants possible. Dans les dictatures profanes, comme Ceausescu, le ventre des femmes était aussi surveillé, parce qu'il fallait faire des ouvriers et des guerriers, des soldats.
Donc, ça veut dire que quand une femme se développe en tant que personne, eh bien, elle fait, comme en France, elle fait 1,66, 1,67 enfants par femme. Je me demande comment elles font pour faire 1,67 enfants. C'est vraiment... C'est-à-dire que donc le projet d'être femme n'a rien à voir avec celui de leur grand-mère ou même de leur mère. Et les hommes sont donc obligés de changer aussi de comportement. Et dans la commission des 1000 premiers jours, on avait insisté plus techniquement, on a remis 75 propositions. Mais les plus flagrantes, c'était ce que je vous ai proposé sur la nécessité d'organiser une niche sensorielle pour le bébé, pour la mère et pour le bébé. Ça peut s'organiser. Il faut que celui que de mon temps on appelait le mari, que je ne sais plus comment on l'appelle aujourd'hui, soit présent pour sécuriser la mère et la rendre sécurisante pour l'enfant qu'elle porte. Et notre première victoire, c'est que le congé paternité a été augmenté, pas autant qu'on le demandait, beaucoup moins que ce qu'on demandait, mais c'est un processus, ça va continuer, et qu'on a fait une évaluation après un an de réforme. Les bénéficiaires de cette réforme, Claude de Tichet, avec qui j'ai travaillé pendant longtemps, a remis un rapport. Aujourd'hui, où les femmes se développent mieux que jamais, elles n'ont jamais fait autant de dépression périnatale. Aujourd'hui, pendant un moment, il y avait des dépressions, des suicides de jeunes mères avec des bébés âgés de 3-4 mois. Depuis le congé paternité, qui est une demi-victoire pour nous, depuis le congé paternité, les dépressions périnatales ont beaucoup chuté et les suicides postnataux ont beaucoup chuté. Donc ça, c'est une première victoire. Mais ça veut dire aussi que le grand bénéficiaire de cette réforme, ça a été le père. Enfin l'homme qui s'occupe avec sa femme, qui s'occupe des enfants. Et parce que pour la première fois dans l'histoire des pères, ils peuvent s'attacher aux enfants. Avant, ils étaient chefs de famille, mais la plupart des mères les occupaient, s'en servaient pour en faire des pères fouettards. Si tu fais pas ce que je te dis, je vais le dire à ton père et tu vas voir la raclée. C'était des phrases banales dans tous les foyers d'il y a 2-3 générations. Les pères fouettards étaient chefs et n'avaient aucun lien d'attachement ou très peu de lien d'attachement avec leurs enfants. Grands bénéficiaires, quand on voit ces jeunes hommes se promener avec des bébés, ils tissent des liens d'attachement avec leur bébé. Et les grands bénéficiaires ça a été évalué aussi, de ces liens d'attachement, les petites filles qui sont maternées par leur père, vous me suivez, maternées par leur père, ces petites filles prennent très confiance en elles. Donc le processus que je vous ai proposé tout à l'heure, probablement va continuer. Avec un effet secondaire, c'est qu'il y a maintenant de plus en plus de jeunes femmes qui décident de ne jamais mettre au monde d'enfants. Et en France, on évalue le chiffre à 6%. En Allemagne, aujourd'hui, 40% des femmes diplômées décident de ne jamais mettre au monde d'enfants. Ce respect de la personne individuelle va poser un énorme problème politique, c'est que qui va faire marcher les routes, les usines, les transports? Il va donc falloir augmenter l'immigration. Certains parmi nous vont être enchantés parce que les immigrés apportent leurs bras, leur force, ils gagnent leur vie, ils apportent leur cuisine, leur musique, leur religion, leur conception, ils font évoluer les cultures. Ce mot d'évolution des cultures, certains parmi nous adorent ce mot, ça va changer, ça va être passionnant, ça va être... Certains parmi nous sont terrorisés par le mot évolution et ils s'accrochent aux traditions et il faut que rien ne bouge. Et depuis Darwin, ça n'a pas changé, c'est exactement le même problème entre les évolutionnistes et les fixistes. Et ça fait des débats pseudo-idéologiques très violents, comme ceux qu'on voit réapparaître aujourd'hui dans notre culture. Donc les mères sont nouvelles, les pères
On a eu à la commission des 1000 premiers jours un énorme problème, c'est qu'on n'a pas su définir le père. Beaucoup de femmes, surtout à Paris, beaucoup de femmes et seules élèvent un et parfois deux enfants avec leur propre mère. Psychologiquement, est-ce qu'on va dire bonjour Madame la grand-mère, c'est vous qui êtes le père? Il y a beaucoup de femmes homosexuelles s'occupent très bien de leurs enfants, qui se développent très bien. Est-ce qu'on va dire à la femme qui n'a pas porté l'enfant bonjour Madame, vous êtes le père? Donc, vous me suivez? Donc ça veut dire que les structures familiales, les mots qui désignent les structures familiales deviennent flous. Et la très belle phrase de Camus, qui est aujourd'hui beaucoup citée, quand les mots sont imprécis, ça ajoute au malheur du monde. Mal définir les mots ajoute au malheur du monde. C'est ce qu'on est en train de vivre, et on voit actuellement le chiffre stupéfiant de 3% d'inceste, c'est-à-dire 3%. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a des gens qui ont connu, 3% de la population a connu l'inceste. C'est toujours le signe d'une non-organisation sociale. Tout à l'heure, je parlais de monsieur et madame Sapiens, il n'y avait pas d'organisation sociale. Aujourd'hui, je parle de désorganisation sociale. Et quand on voit un pays effondré, ou un pays en guerre, ou un pays où la culture s'effondre, tous les rapports sexuels violents, non ritualisés, non contrôlés, augmentent, ce qu'on est en train de constater. Malgré MeToo, il y a de plus en plus d'agressions sexuelles. Donc, ce qu'on est en train de constater, parce que probablement, les catégories et les inhibitions sont mal structurées. Donc, voilà les quelques idées que je voulais vous proposer, mais ce mouvement-là est en pleine marche, donc on ne pourra plus le freiner. Aujourd'hui, je disais tout à l'heure, j'ai commencé mon exposé en disant qu'après la guerre, il y avait en France 300 000 orphelins. J'en ai suivi beaucoup, soit dans le Var, soit à Paris. Il y a eu de la casse, évidemment, mais un grand nombre de ces enfants ont pu démarrer un processus de résilience alors que le métier d'éducateur n'existait pas, mais ils ont trouvé des substituts affectifs. On a trouvé des maisons, on a trouvé des aides, et finalement, un grand nombre d'enfants s'en sont pas si mal sortis, ce qui ne veut pas dire qu'ils ont oublié. Ça veut dire qu'ils ont été blessés, ils ont souffert, et ils ont redémarré un autre développement. Je viens de définir la résilience. Mais aujourd'hui, les enfants qui sont donnés, confiés à l'aide sociale à l'enfance, sont déjà très altérés, déjà très abîmés, probablement parce que la niche sensorielle des 1000 premiers jours est déjà déstructurée et que les enfants qu'on confie à l'aide sociale, il y a énormément, quelques-uns évoluent bien sûr, mais alors tout à l'heure, on m'expliquait qu'il y a de moins en moins de recrutement, qu'il y a de plus en plus de papiers, exactement comme dans les hôpitaux. Beaucoup de jeunes psychiatres me disent on passe plus de temps avec les papiers qu'avec les malades. Donc il y a quelque chose dans notre culture qui est complètement bouleversé. Je termine là-dessus, n'ayant pas la même mère, n'ayant pas le mot père qui dépend de la culture étant en bouleversement important, comment voulez-vous qu'on n'ait pas de nouveaux enfants? Ils sont structurés par la niche sensorielle, souvent de plus en plus altérée. Ils sont structurés par une école totalement différente de celle que j'ai connue après la guerre, où il y avait des classes de 44-45 élèves, un enfant difficile après la guerre par classe de 45 enfants. Aujourd'hui, les enseignants me disent on a des classes beaucoup moins nombreuses, il y a 7 enfants difficiles par classe. Donc quelque chose se passe dans notre culture qui fait que, et le retour de la guerre, là ça a été évalué, dans un pays en paix, 70% des enfants acquièrent un attachement sécure. Ils s'expriment, ils sourient, tendent les bras, ce sont des enfants agréables à aimer et à éduquer. Dans un pays en paix, 5% des enfants acquièrent un attachement désorganisé.
Souvent, parfois c'est à cause des parents maltraitants, parfois c'est des parents très motivés, très bienveillants, mais la transaction, quelque chose s'est mal fait, et ces enfants démarrent mal dans la vie. C'est eux qui fournissent tous les hommes féminicides. Attachement désorganisé. Quand on fait, Hygiène d'Orne a fait la même étude en Afrique, au Congo et en Ukraine récemment, il le publier à Rouen le 7 juillet, si ça vous intéresse. Dans un pays en guerre, c'est pas 70% d'attachement sécure, c'est 40%. Dans un pays en guerre, c'est pas 5% d'attachement désorganisé, c'est 20 à 25%. La guerre est une fabrique de psychopathes qui vont transmettre leurs troubles du développement sur plusieurs générations. Alors, maintenant, voilà, donc je vais terminer juste en disant, la notion de parentalité dépend énormément de ce qui nous entoure. Mais nous, êtres humains, on peut agir sur le milieu qui agit sur nos enfants. On a donc un degré de liberté. Si on ne le fait pas, on a aussi un degré de responsabilité. Merci de m'avoir écouté. Un grand merci. Si vous voulez, vous pouvez me rejoindre pour prendre le temps de quelques questions. Pour les questions, Monsieur Cyrulnik, est-ce que vous préférez rester au pupitre ou... Oui. Oui. Eh bien, restez donc au pupitre. On va éclairer la salle et repérer les bras qui se lèvent pour venir réagir et ou vous interroger. Je vois un bras tout en haut, dans la partie centrale gauche. Est-ce que pour mieux vous repérer, vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, quand vous prenez la parole? C'est une invitation, pas une obligation. Bonjour Monsieur Cyrulnik, merci pour votre conférence. Je reviens au tout départ quand vous parliez de Monsieur et Madame Sapiens, où vous disiez qu'un enfant, enfin c'est comme ça que je l'ai compris, un enfant a besoin de 2 figures d'attachement pour bien se développer. Et est-ce que quand il y a une seule figure d'attachement qui est dans un environnement sécure, ça ne peut pas lui suffire? Merci pour votre question, parce que c'est la question logique. Alors, s'il n'y a pas de figure d'attachement, c'est la catastrophe neurologique. S'il y a une figure d'attachement, c'est la lune de miel au début. Or, tous les enfants ont 2 moments d'opposition à leur mère. C'est la 3e année, l'âge du non, et c'est l'adolescence qui permet de continuer à aimer leur mère en étant moins soumis à son emprise. Donc ça veut dire que s'il n'y a qu'une seule figure d'attachement, d'abord c'est la lune de miel qui, dès la 3e année, se transforme en prison affective. Dans certaines institutions où on a évalué, avec Michel Delage, on a évalué, il y avait 21 personnes qui passaient pour s'occuper chaque jour du même enfant. 21 personnes, c'est personne. Un enfant ne peut pas s'attacher à 21 personnes. Et dès 1951, dans son rapport à l'OMS, John Bowlby disait le système familial le plus protecteur, c'est un système familial à multiples attachements. La mère, puisque c'est elle qui porte, ou en tout cas, même si ce n'est pas elle qui a porté, si c'est elle qui adopte, c'est la figure d'attachement primordiale, entourée de celui que de mon temps on appelait le père. Aujourd'hui, ça peut être un homme qui n'a pas fait l'enfant, ça peut être une femme, ça peut être une grand-mère. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait plusieurs figures d'attachement. Et l'idéal, c'est que d'autres figures d'attachement, on a fait un film à Arras, avec l'accord de la femme, bien sûr, elle voulait avoir un enfant pour elle seule. Donc, 60% des PMA aujourd'hui sont demandés par des femmes sans homme. Elles veulent un enfant qui demande. C'est-à-dire qu'elles se servent d'une technologie pour faire un enfant pour elles seules. Elle a changé d'avis. Et qui joue le rôle actuellement de l'autre figure d'attachement, c'est
le compagnon qu'elle a trouvé, qu'elle ne voulait pas quand elle a eu le bébé, et c'est ses copains. Les copains qui l'entourent très bien, qui font une petite bande, et qui font un village, comme le village africain, comme le village chrétien qu'on a connu il n'y a pas longtemps encore. Et dans un village, il y a plusieurs figures d'attachement qui entourent l'enfant, ce que j'ai vu dans les favelas du Brésil. Les enfants sont très heureux, ils courent partout, il y a des adultes partout. La mort, la drogue est à 3 mètres, mais les enfants ne le savent pas. Ils jouent, ils courent, ils se développent bien jusqu'à l'adolescence où là arrive la tragédie. Mais ça veut dire que John Bowlby, les observations actuelles confirment que personne, c'est la tragédie, 21 personnes, c'est personne, une personne, c'est la prison affective. Il est donc nécessaire d'organiser un petit village autour de la mer. Merci pour votre réponse. Y a-t-il d'autres réactions dans la salle? Sinon, je continue, hein. Tant pis pour vous. Hein. Alors, je vois un micro se déplacer, je ne vois pas le bras. Ah, ça y est. Oui, bonjour Rémi de la UMO de Strasbourg. Merci pour vos propos très féministes, hein, mais bon, vous avez bien compris à qui vous parliez. Et je plus sois tout à fait ça. Moi, ça m'a fait quand même penser, parce que finalement vous parlez de plusieurs figures d'attachement. C'est pour moi la fonction du tiers en fait. Et on se rend compte que même dans des sociétés matriarcales, c'est Claude Lévi-Strauss qui en parle dans Structure élémentaire de la parenté. Il parle de la société des Na, qui est une société en Asie. Je ne sais pas si ça vous parle, qui est une structure où un fonctionnement social où le statut de père n'existe pas. Hein, où finalement les géniteurs viennent par des fenêtres dérobées la nuit et finalement les enfants n'ont pas de père, mais il y a toujours cette figure quand même souvent paternelle qui est exprimée par un frère de la mère, enfin un oncle, etc. Et donc c'est plus à ça que ça me faisait penser, c'est finalement la fonction du tiers au-delà de la question de l'attachement finalement. Alors non, j'aurais pas dit ça, j'aurais dit le raisonnement qui nous a piégés, c'est le raisonnement dualiste. Une cause provoque un effet. Or, c'est peut-être vrai, c'est vrai en laboratoire. En laboratoire, il faut raisonner comme Descartes, c'est-à-dire prendre un objet, l'isoler, le manipuler, le faire varier et faire des séries. Enfin, ça, merci Descartes, merci la méthode expérimentale. Mais nous, praticiens, la personne qui est à côté de nous, c'est pas un objet de science. Elle s'assoit à côté de nous, elle est totalement hétérogène. Elle a un corps, un cerveau sculpté par son milieu, par les relations. Les modifications d'hormones dépendent des relations et du climat. C'est-à-dire que tout ce qu'on apprenait, raisonnement, une cause, un effet, c'est disqualifié, pas dans un laboratoire, mais c'est disqualifié sur le terrain. Or, il s'assoit avec son histoire, avec ses valeurs culturelles, avec ses croyances. Et même la neuroimagerie montre aujourd'hui que les croyances modifient aussi le fonctionnement du cerveau. C'est-à-dire que, et là, ça se photographie. Alors, et il y a beaucoup de publications là-dessus qui sont faciles à défendre, parce qu'on a un argument, on a un objet de laboratoire. Alors, je pense que ce qui compte, c'est les mots qu'on choisit pour désigner des fonctions organisent la fonction familiale. Lévi-Strauss, à la fin de sa vie, avait écrit à ses correspondants quelle est la structure familiale de votre pays et de votre culture. Il a eu 5000 formes de famille différentes, toutes traditionnelles. Données chez les Haausa, quand une mère donne son garçon premier-né à sa propre mère, c'est traditionnel et l'enfant se développe bien parce qu'il prend la signification « on t'a donné à ta grand-mère pour la rendre heureuse ». Et les petits garçons avec qui j'ai pu discuter disent « je suis l'enfant qui rend heureux ». Alors que dans notre culture, ce qu'on entend souvent, c'est je suis malheureux et je rends malheureux tous les gens que je côtoie ». Où je suis pas capable, la phrase que j'ai souvent
entendu, maintenant que la neuroimagerie commence aussi à rentrer dans la culture, la phrase que j'ai entendue de plus en plus, c'est « j'ai le cerveau monté à l'envers ». C'est-à-dire que dès que quelque chose, une publication scientifique, rentre dans la culture, elle est aussitôt métamorphosée et elle est aussitôt transformée par la culture. Donc je crois que ce sont des... Maurice Godelier dit que même l'inceste est désigné par un mot qui désigne des relations sexuelles différentes selon la culture. Dans les pays africains où tous les hommes du côté de la mer sont pères, toutes les relations sexuelles de ces hommes-là sont interdites. Ça serait nommé inceste, même s'ils n'ont pas de structure de parenté directe avec la petite fille et plus rarement le petit garçon. Donc ça veut dire que les récits qu'on invente, ceux qu'on est en train d'inventer, structurent la société. Et ça, vu votre manière de parler, cette phrase-là ne va pas vous surprendre, hein. Merci. Alors, malheureusement, pour les autres questions, on va devoir gérer un peu le temps. Si, par malheur, votre train de retour était à l'heure, il va vous falloir partir bientôt. Mais avant, Pavo, peut-être as-tu quelques dessins à nous partager? Oui, j'ai quelques dessins. Alors, c'est compliqué de passer après vous, Monsieur Cyrulnik. Alors, je suis évidemment, comme beaucoup ici, très admiratif de votre travail et de votre humanité. Alors, dire des âneries après autant d'intelligence, j'ai peur que le constat soit un peu... Je vais m'y risquer quand même. Alors, j'ai fait quelques dessins. Vous nous avez parlé de ces mauvaises graines et de ces papas qui n'existaient pas chez Néandertal et Sapiens. Alors, j'ai fait ça. Alors ensuite, vous avez parlé de nous comme des... Enfin, nous, éducateurs, comme des... Parce qu'avant d'être dessinateur, j'étais éducateur. Et donc, comme des laboureurs. Du coup, comme c'est compliqué de dessiner vite et bien, j'ai fait appel à un ami. Voilà. Voilà. Alors ensuite, j'ai fait un dessin où vous nous... Oui, quand vous nous expliquez... comment est-ce que les femmes avaient tenu la baraque? Et puis un dernier dessin où je me suis un peu appliqué quand même. Ah, merci. Merci beaucoup.